tous et chacun, c'est l'heure de suivre votre émission bi-hebdomadaire, le rendez-vous. Les rendez-vous pour en savoir plus sur l'actualité. Pour ces numéros, nous avons le plaisir de recevoir et de nous entretenir en même temps avec le professeur Mpoy Kamolaï Lumbala Chamanyangala, qui est professeur du droit financier et bancaire. Voilà. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je serai certaine que vous allez répondre aussi à toutes les questions prévues pour cette émission où nous allons parler de l'actualité, mais nous allons mettre un accent particulier aussi sur les colloques importants que la REC va organiser pour l'avenir et le devenir de la République démocratique du Congo. Voilà. Enchanté. Voilà, d'emblée, la relique de Patrice Emery Lumumba est arrivée à Kinshasa pour des honneurs dignes de son rang et pour qu'il soit aussi enterré dignement. D'aucuns pensent que Lumumba a été enterré 2 fois. Il sera enterré pour la 2e fois, mais on le pleure une seule fois. C'est vrai ça? Vous posez une question compliquée, C'est une question. madame. Il sera enterré 2 fois, mais on la pleure une seule fois. Alors, je ne sais pas si notre Premier ministre, notre premier ministre, Lumumba Emery, L'héros national, le père de l'indépendance. qui a été déclaré héros national par ceux qui l'avaient tué, a jamais été enterré. Je vais commencer aujourd'hui par rendre hommage à cet homme dont la vie a été fauchée en très peu de temps, 6 mois après l'accession de notre pays à l'indépendance. Patrice Emery Lumumba a été assassiné, son corps a été dissous dans l'acide sulfurique. Donc la dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba n'a jamais été retournée à sa famille, au peuple du Congo. Aujourd'hui, on nous dit que nous allons procéder à l'enterrement de la dépouille. Je pense que je ne suis pas un historien, mais ce n'est pas correct. S'il faut parler ou être beaucoup plus explicite, c'est un cercueil avec une dent à l'intérieur. Vous pensez que cette réalité a pu enchanter la famille de Patrice Emery Lumumba, d'autant plus qu'on se pose, plus d'une personne semble se poser la question de savoir est-ce que réellement cette dent, c'est la dent de Patrice Emery Lumumba? Je ne pourrais pas et je ne vais pas parler au nom de la famille ou pour la famille. Nous avons tous vu les images. Ils étaient présents en Belgique. Ils ont été reçus par les rois des Belges. Ils se sont exprimés et je pense que nous allons nous en arrêter là. Qui se moque de qui par rapport à cette réalité? Les rapatriements de la dépouille de Lumumba, Patrice, premier ministre de la République démocratique du Congo, maintenant, dans un cercueil, on retrouve une dent. Voilà. La Belgique veut faire la paix, vous trouvez avec la République démocratique du Congo. On sait qu'une somme colossale a été remise à la famille de Patrice Emery Lumumba. J'ose croire qu'il y a des autres aussi qui étaient dans la série. Vous pensez que la Belgique, en faisant ceci, est en train de viser quoi exactement ou de réclamer quoi à la République démocratique du Congo? Je n'ai pas l'habitude d'avoir la langue de bois. Nous avons entendu le Premier ministre belge qui a parlé de responsabilité morale des ministres de l'époque. Mais je suis juriste, avocat de métier et enseignant de profession, et je pense que la question de la responsabilité juridique que vous évoquez n'a pas été abordée, elle est totalement escamotée tant par notre gouvernement que par le gouvernement belge. Donc en ce moment, les autorités politiques savent pourquoi il y a cette cérémonie, mais le moment, l'heure est grave, le peuple
est mobilisé pour participer à cette symbolique qui occulte les vrais problèmes, parce que il est bien agréable de mettre en exergue le rôle des Belges dans l'assassinat de notre Premier ministre. Voilà. Mais quel est notre rôle? N'avions-nous pas joué le rôle? Quand je parle de nous, c'est-à-dire notre gouvernement de l'époque. Nous connaissons l'histoire, comment Lumumba s'est évadé, comment il a été rattrapé, parce que durant son évasion, il croyait fermement en la justice de sa cause, il s'arrêtait à chaque étape pour haranguer le peuple, ce qui a retardé d'autant son arrivée à Stanleyville, qui était son point de destination. Quel a été notre rôle? Je pense que tout ça est très gênant, mais aujourd'hui, nous nous en tenons à la symbolique, et je pense que l'histoire s'écrira, comme Lumumba avait dit lui-même. Professeur, nous allons parler du parcours de Patrice Emery Lumumba, mais je fais un peu marche en arrière pour parler du comportement de la Belgique. On sait que la Belgique est très redevable à la République démocratique du Congo. Rapatrier la relique de Patrice Emery Lumumba, c'est pas nous beurrer les yeux, c'est pas une flatterie, sachant qu'ils sont pour beaucoup. Il y a aussi la GECAMINE est tombée en faillite aujourd'hui, entre autres la GECAMINE, la Belgique est pour beaucoup, la situation de la MIBA, la Belgique est pour beaucoup, mais il ne manifeste pas ses désirs ardents d'appuyer financièrement la République démocratique du Congo à travers l'arrivée des investisseurs. On voit le rapatriement de la relique de Lumumba où dans un cercueil on retrouve juste une dent. Je préfère parler de nous-mêmes plutôt que de la Belgique. Nous sommes indépendants depuis 62 ans. Il est largement temps que nous nous assumions. Nous avons réclamé l'indépendance et le 30 juin, il y avait eu 3 discours très historiques, comme on dit aujourd'hui. Dans le premier discours, le roi Baudouin, transmettant les rênes du pouvoir, a rappelé l'histoire du Congo, le génie de son grand-père, et nous a dit qu'il le remettait entre nos mains des Congolais, un pays qui fonctionnait, un pays qui était l'envie de toute l'Afrique et un pays qui était convoité par le monde. Ce sont les propres mots du roi Baudouin. Voilà. Il y a eu ensuite le discours du président Kasavubu, un discours très pondéré dans lequel il avait reconnu et accepté et indiqué d'ailleurs que pour la plupart des députés qui étaient présents en ce moment-là, c'était la première fois qu'ils arrivaient à Kinshasa et qu'ils rencontraient des Congolais venus d'autres contrées. Okay. Ensuite, il y a le discours que nous connaissons de Patrice Emery Lumumba et qui a peut-être été, pas peut-être, les historiens nous disent que c'est ce discours-là qui a scellé son destin. Mais nous avons réclamé l'indépendance à la suite des autres. Et je voudrais nous rappeler que pendant les 26 premières années de la colonisation, où nous avions connu tout ce que Lumumba avait dénoncé avec véhémence, il y a eu ensuite 51 ans de colonisation formelle belge. Et pendant ces 51 ans, nos grands-parents et nos parents, notre génération, nous étions encore assez jeunes parce que nous étions encore à l'école primaire. Mais pendant ces 51 ans, sous la gouvernance et la direction des Belges, nous avons bâti ce pays qui était devenu l'envie du monde. Aujourd'hui, 62 ans après, regardez où nous en sommes. Et c'est devenu un lieu commun de dire que nous vivons dans un pays qui est le plus riche du monde, mais dont le peuple compte parmi les plus pauvres de la planète.
Devons-nous continuer à blâmer la Belgique pour cette situation? Je ne pense pas. C'est pour ça que je ne répondrai pas à la question que vous avez posée dans les termes que vous avez utilisés. Je nous invite, nous, à nous regarder en face, à nous assumer, à comprendre qu'en ce moment, si notre pays est dans la situation dans laquelle il se trouve, ce n'est ni la faute de la Belgique, ni la faute de l'Occident, ni la faute des multinationales, comme nous entendons fréquemment. Mais, professeur, nos minéraux ont réussi à construire la Belgique quand même. Alors pourquoi pas, au moment où nous, RDC, nous sommes un pays jusqu'à maintenant, nous avons cette malchance d'être jusqu'à maintenant un pays en voie de développement et les pays colonisateurs ne peuvent pas nous prêter forte. On sait qu'ils ont utilisé nos minéraux pendant belle lurette en vue de construire la Belgique. Encore un lieu commun. J'ai eu le privilège de vivre en Belgique. Je suis arrivé en Belgique en 1977. La Belgique existait déjà. Je nous pose la question, et je profite de votre plateau pour poser cette question à l'ensemble de notre peuple, parce que je la pose régulièrement à tous mes étudiants. Pourquoi est-ce que nous, les Congolais, nous ne sommes pas allés coloniser les Belges? Nous devons nous poser cette question. L'université de Louvain, à laquelle j'ai fait mon doctorat, a été construite en 1425. Le Congo n'existait pas encore. Mais les Africains, ça s'est réputé que depuis longtemps, les Africains étaient un peuple naïf, on n'avait pas l'ouverture d'esprit. C'est les Blancs venus de l'Occident qui est venu en quelque sorte donner de la valeur à l'homme noir qui se donnait l'impression de ne rien être. Raison pour laquelle on nous appelait même des nègres. Non. Avec un petit cerveau, on ne sait pas utiliser les sols et les sols à l'époque. Ni c'était la présence des colonisateurs, de Christophe Colomb et les autres. Nous connaissons l'histoire de l'Afrique et de notre pays, mais il n'y aura rien. L'Afrique resterait, je ne sais pas, un village, demeurerait des villages par-ci, par-là. Vous avez répondu, vous m'avez facilité la tâche parce que vous avez répondu vous-même à votre question. Mais ce que j'aimerais nous dire, c'est que pour nous, les nègres, comme vous avez utilisé le mot, pour nous, nous les Noirs, nous pensons que la colonisation a été inventée avec les Noirs. Nous sommes le dernier continent à être colonisé. Et donc, nous continuons à parler de notre sort comme le sort qui a fait l'Occident. Non, nous devons pas réinventer l'histoire, nous devons mettre l'histoire dans sa propre perspective. L'Asie a été colonisée pendant 200 siècles, pendant 2 siècles, je veux dire, excusez-moi. L'Amérique latine, mêmement. Notre continent a été colonisé, la plus courte durée, c'est celle de l'Afrique. Tel est le cas aussi avec l'Afrique du Sud? Donc, l'Afrique du Sud est une autre paire de manches. Et nous connaissons tous l'histoire de l'apartheid. Mais ce que je voudrais, surtout, je m'adresse en particulier aujourd'hui à notre jeunesse, parce qu'elle constitue la grande majorité. Nous sommes une génération en voie de disparition. Et nos jeunes continuent à entendre la rhétorique. Nous ne sommes plus à l'époque de Léopold Sédar Senghor, d'Aimé Césaire ou de Frantz Fanon. Cette rhétorique-là est largement dépassée. Nous ne sommes plus à une époque où nous devons convaincre l'homme blanc que nous sommes des êtres humains. Cette querelle est déjà passée. Nous sommes à une époque où nous devons nous assumer nous-mêmes, construire et bâtir notre pays, et cela commence par une acceptation radicale de notre propre responsabilité.
Et c'est cela que je voudrais, en ce jour de l'indépendance de notre pays, nous inviter à comprendre et à accepter que être indépendant, ce n'est pas continuer à réclamer du colonisateur d'hier, qu'il continue à vous coloniser. Donc, aux jeunes, je vous invite à changer la perspective. C'est notre faute, parce que nous continuons à être les relais de transmission de la pensée qui a été développée à l'époque en pleine colonisation. Ceux-là avaient pensé et avaient agi comme il fallait. Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire et Frantz Fanon que j'ai cités ont fait ce qu'ils devaient faire. Mais nous, aujourd'hui, il nous incombe de changer les fusils d'épaule, d'accepter que nous sommes les maîtres de notre propre destin et que nous devons fasciner ce destin à notre manière. Voilà. Il est temps de tourner la page de la colonisation et j'ai entendu, je ne vais critiquer personne ici, mais j'ai entendu beaucoup de choses sur cet événement du rapatriement de la dent de Patrice Lumumba. Oui, j'allais vous poser la question par rapport aux hommages qui précèdent son enterrement. Ça représente quoi cette cérémonie organisée particulièrement par notre gouvernement, le gouvernement de la République démocratique du Congo? Et essayez un peu de nous parler aussi brièvement de ce que vous avez retenu du parcours politique de Patrice et Emery Lumumba. Pour ajouter la troisième question, vous pensez qu'avec la relique de Patrice Lumumba, la Belgique va clore le contentieux belgo-congolaise? Donc, le retour de la relique de Lumumba va-t-il clore les contentieux belgo-congolais? Le contentieux belgo-congolais, je pensais que M. Tshombe était revenu avec une mallette diplomatique à l'époque et avait déclaré que le contentieux belgo-congolais était résolu. Moi, je pense que nous n'avons pas de contentieux avec qui que ce soit. Le contentieux que nous avons est avec nous-mêmes. Non, mais professeur, là je dois vous interrompre, excusez-moi. Vous savez bien que c'est l'Occident et l'Orient qui dirigent l'Afrique. L'Afrique, ce n'est pas un continent indépendant. Si nous fonctionnons, c'est grâce à l'Orient et l'Occident. Un chef de l'État qui ne désobéit pas, il sera mis de côté directement par soit les Américains ou les Européens. La communauté internationale est là, pas pour accompagner, aider l'Afrique à se développer, mais plutôt pour ses intérêts personnels. Alors vous ne trouvez pas ce qui est arrivé à Kadhafi lorsqu'il a milité pour qu'il y ait création, existence des États-Unis d'Afrique? Il a péri. Vous ne trouvez pas que l'Afrique est loin de se développer au moment où l'Occident a encore la mainmise, dirige les pays africains? Alors, c'est vous les journalistes qui continuez à véhiculer cette idéologie, si je peux ainsi dire, contre laquelle je m'insurge. Moi, je dis et je maintiens, c'est le sens même de notre colloque dont nous allons parler tout à l'heure. Nous sommes responsables de notre propre destin. J'ai dit que l'Afrique a été le dernier continent à être colonisé. Pourquoi est-ce que les Indiens, par exemple, l'Inde, c'est la plus grande démocratie aujourd'hui en nombre à cause de sa population? Mais est-ce qu'on entend les Indiens continuer à tenir les Britanniques comme responsables de leur sort? L'Inde est un pays dans lequel il y a aussi une grande pauvreté. Le continent asiatique n'est pas très convoité comme l'Afrique? Non, mais je dis que c'est ça notre... Nous devons changer cette conviction-là. On parle de... Nous parlons, vous avez dit que lorsqu'un chef d'État, que les chefs d'État africains sont choisis et désignés par les Occidentaux. Je ne vais pas vous poser de questions parce qu'on ne pose pas de questions à votre hôte. Mais nous connaissons tous un chef d'État qui était appelé Mandela. Et vous connaissez son sort, 27 ans
Non, pendant 27 ans, il n'était pas chef d'État. Je parle du moment où il est devenu chef d'État. Donc, pour détruire votre thèse, M. Mandela, si vous voulez revenir à la période qui a précédé sa présidence, et quand il a été arrêté, jugé, emprisonné pendant 27 ans, puisque vous avez dit que les Blancs font tout ce qu'ils veulent, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas liquidé Mandela? Vous direz que c'est la Providence, parce que nous sommes tous superstitieux. Pendant 27 ans, il était à la merci de ces geôliers. Ils auraient pu lui inoculer le sida, comme nous disons qu'il est. Ils auraient pu l'empoisonner. Pourquoi ne l'ont-ils pas liquidé? Les Blancs n'ont pas apparemment cette culture d'empoisonnement, apparemment. Et Nelson Mandela, oui, il était au pouvoir, mais c'était au soir de sa vie, très fragilisé. On voyait Mandela... Madame, notre temps est limité. Par le poids de l'âge. Non, je ne parle pas de ça. Mandela est devenu président. Il a fait 27 ans en prison sous le contrôle total des Blancs. Ils auraient pu... Je citerai un autre que nous connaissons, il est mort aussi de sa belle mort dans son vieil âge, c'est Fidel Castro. Donc, tout ce que nous voulons, cette construction mentale qui nous fait croire que nous sommes totalement dominés et que nous ne pouvons rien faire, nous empêche de prendre toute la mesure de notre propre responsabilité, dans l'aménagement et la construction de notre continent. C'est ce que nous devons faire, c'est ce à quoi j'invite notre jeunesse. Et si vous permettez, on peut parler du colloque. Non, nous allons y arriver, ne vous en faites pas. Voilà, changeons de chapitre. Professeur Vital Kamerhe a été libéré. Et le mardi 28 juin 2022, il a eu l'opportunité d'échanger avec le chef de l'État. Ça vous inspire quoi, cette rencontre? Mais ça ne m'inspire rien. Vous savez que vous m'aviez donné le privilège de dire ce que je pensais en tant que juriste sur la libération de M. Kamerhe. Donc, une semaine après sa libération, il échange avec les chefs de l'État. Mais sa rencontre avec le président, qui ignore que M. Kamerhe est un partenaire politique du président de la République? Le président ne s'en cache pas, M. Kamerhe ne s'en cache pas. Et donc, lorsque votre partenaire a la possibilité, vous savez que... je ne sais pas si vous évoquerez cela, mais l'année prochaine, il y aura des élections et M. Kamerhe et le président de la République sont des partenaires. C'est un acquittement politique. Hein? Pardon? Il a été acquitté, mais on trouve que sa libération est très, très politique. Mais moi, je ne sais pas, je ne suis pas parmi les juges qui ont jugé M. Kamerhe, donc je n'étais... si j'avais été son avocat, j'aurais fait mon travail d'avocat qui consiste à défendre votre client. Mais comme professeur... Mais les juges devaient faire leur travail. Nous avons besoin de votre opinion quand même. Que pensez-vous de l'acquittement de Vital Kamerhe? Mais moi, je pense que... Parce que je n'ai pas encore eu le privilège de voir l'arrêt qui a acquitté M. Kamerhe. En son temps, j'avais fait une petite analyse juridique lorsqu'il avait été mis en liberté provisoire pour expliquer que sur le plan juridique, c'était assez curieux et surprenant et que c'est très rare qu'un prisonnier, qu'un condamné soit mis en liberté provisoire par la Cour de cassation. Mais on a évoqué les raisons de santé, etc. Bon, moi, je ne suis pas juge de... ce que je constate en tant que citoyen, c'est que M. Kamerhe, le président de la République,
sont des politiciens, ils sont des partenaires politiques, ils ne s'en cachent pas. Ils avaient conclu une coalition qui s'appelait, si je ne m'abuse, rappelez-moi encore le terme, la coalition qui a précédé l'Union sacrée. Ok, FCC Cash. Non, ça? bon, oui, c'est le cash. Le cash était la coalition entre M. Caméré et le président de la République. Okay, voilà. Maintenant, ils poursuivent leur coopération en tant que politiciens. Et comme vous savez, les politiciens, ils ont une logique qui n'est pas forcément celle du peuple. Si on tient toujours compte à l'acquittement de Vital Caméré, on peut se le dire que vous, le professeur Boy, a encore foi ou croit à l'état de droit en RDC, dit la République démocratique du Congo? Ah ben, mais ça, ce n'est pas lié à ce qui s'est passé avec les Camérés. C'est une bonne question et je vais répondre. L'état de droit dans notre pays est une illusion. Je vais vous raconter ma propre expérience. Regardez la manière dont nous conduisons dans notre pays. J'ai été arrêté à 4 reprises par, quand je dis arrêté, c'est de pas dire mise en prison, par les policiers sur la route, alors que je n'avais commis aucune infraction. Et j'ai été amené devant, parce que j'ai exigé d'être amené au commissariat. On vous reprochait de quoi exactement? Mais rien, parce qu'on invente. Vous savez tous, vous avez, madame, vous conduisez, je pense. Et dans ce pays, vous savez que le policier est un roi sur... Il fait tout ce qu'il veut, il peut vous coller n'importe quelle contravention imaginaire. Et quand vous arrivez au commissariat, il déclame devant son chef hiérarchique que vous avez commis tel. Et celui-là vous dit tout de suite, bon voilà, il vous sort la nomenclature des amendes et vous dit que vous avez le choix de payer ou il C'était sous quel régime? Parce qu'on sait que le régime aujourd'hui, de Félix Tshisekedi, la liberté d'expression. Madame, je vous parle de ce qui se passe à l'heure actuelle. J'étais en train d'aller enseigner. Vous savez ce que le général Kassongo a dit et je le leur ai rappelé, ils s'en moquent éperdument. Donc ça se passe aujourd'hui. Vous avez vu vous-même les images qui circulent sur les réseaux sociaux où les justiciables se font justice eux-mêmes, se bagarrent avec les policiers, etc. Donc l'état de droit est une illusion et c'est une grande illusion pour le moment. Voilà. Est-ce que la déclaration faite par le président de la République vaut son pesant d'or? Absolument. Bien sûr. Il avait promis qu'il fermerait les geôles ou les cachots de l'ANR et c'était le premier acte qu'il a posé après son investiture. Bah, mais quelqu'un m'avait dit, encore faut-il qu'on connaisse tous les cachots parce que les élections pointent à l'horizon, il faut revoir les calculs. Hein. Bon, tiens compte de tout ça. Moi, je ne suis pas politicien, donc je ne sais pas qu'est-ce qui est dans les plans des politiciens. Voilà. Mais en tant que peuple, nous devons comprendre que l'état de droit se construit par le peuple. Ce n'est pas un cadeau qu'un politicien élu président va nous livrer sur un plateau d'or. Voilà. Ça n'arrivera pas. La liberté est un bien qui ne s'use que quand on n'en use pas. Donc, nous devons prendre conscience en tant que citoyens que tant que nous ne serons pas prêts à nous battre et à exiger de nos gouvernants des comptes, parce que nous devons savoir que nos gouvernements sont comptables de leur action devant nous, les peuples. Et les élections, puisqu'on en a parlé en disant nous sommes en période préélectorale. Les élections, c'est le moment privilégié où le peuple exerce son contrôle et administre sa sanction vis-à-vis des politiciens qui n'ont pas été à la hauteur ou qui n'ont pas amené au peuple ce qu'ils devaient. Par rapport
je ne sais pas, parce que vous parlez des élections, parlons-en, les élections en République démocratique du Congo. Est-ce que selon vous, les climats politiques actuels, la situation à l'est de la République démocratique du Congo, il y a possibilité de parler de la tenue des élections à temps? Mais quand on a tenu les élections en 2018, la situation à l'est du Congo était... comment? Maintenant, c'est plus dramatique. Non, mais dramatique. vous avez posé deux questions, je y réponds en disant ce ne sera pas la première fois que dans notre pays, on va tenir des élections pendant que la situation sécuritaire dans une partie du pays n'est pas au beau fixe. Nous l'avons connu en 2018, il y avait... nos compatriotes de l'Ituri et de Bénin n'avaient pas voté, vous vous en souvenez. Voilà, professeur, on parle du vote électronique retenu par les élus du peuple comme mode de vote aux prochaines élections. Êtes-vous favorable? Non, mais vous savez, en matière d'élection, la capacité à contrôler la véracité des élections est entre les mains du peuple. Le problème, c'est que notre peuple est désengagé. Vous voyez, le pays qui se vante d'être le plus démocratique, c'est les États-Unis. On a vu ce qui s'est passé à la dernière élection. Un président en fonction qui a cherché et qui a dit très clairement, ordonnant à un secrétaire d'État de l'État de Géorgie de lui trouver les 11 000 voix dont il avait besoin pour gagner. Le message est passé, professeur. Voilà, s'il vous plaît. Quel bilan ou quelle mention donnez-vous au gouvernement national ou le gouvernement de Sama Lukonde? Ce n'est pas à moi de... Qui m'a établi juge? Comme tout Congolais, comme tout vous êtes Congolais, un grand professeur qui dispense les cours de droit bancaire, ainsi de suite. Donnez-vous votre opinion par rapport au comportement ou comment vous évaluez les gouvernements Sama Lukonde. En termes de mention, vous donnez quelle cote à ces gouvernements une année après? Avec tout le respect, M. Lukonde n'est pas mon étudiant, donc je ne veux pas le coter ici. Mais pour répondre à votre question, je ne parlerai pas de moi, je parle de notre peuple, de ce que le peuple sent, de ce qu'il dit, de ce qu'il vit au quotidien. C'est ça la mesure de l'efficacité d'un gouvernant et d'un gouvernement. Qu'est-ce que... Alors, les gens, et plusieurs sont venus sur votre plateau pour déclamer la longue liste des produits dont le coût ne cesse de se surenchérir. Et donc, c'est là la réponse. La réponse ne peut pas être donnée par le professeur Mpoi Kamoulaï. Merci, la professeur. Réponse est donnée par le peuple. Cet éclairage. Parlez-nous alors du colloque que vous comptez organiser pour la République démocratique du Congo, la RDC. Vous évoquez un sujet important sur les devenirs de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il faut selon vous pour assurer les devenirs du Congo, surtout en ce moment où le pays est agressé en sa partie est? Je ne pense pas que la question de l'agression soit vraiment... C'est une question qu'aucun Congolais ne peut prendre à la légère. Mais comme d'aucuns l'ont dit avant moi, ce n'est pas une situation nouvelle. Notre situation remonte à 1994. Le génocide de Rwanda n'a pas été le fait des Congolais. Mais notre gouvernement de l'époque avait agi comme il avait agi. Les hordes armées de Rwandais ont été accueillis dans notre pays. Ensuite, notre chef d'État, malade et vieillissant, est devenu incapable de gouverner ce pays. Les politiciens de l'époque, toutes catégories confondues, ne se préoccupant que de leurs propres intérêts, notre pays est devenu faible.
Et c'est ainsi que depuis 1994, et en particulier en 1996, une armada des armées étrangères sont venues dans notre pays pour nous débarrasser du dictateur de l'époque. Dieu seul sait si on ne lui organisera pas aussi des funérailles grandioses pour le travail que d'aucuns considèrent comme excellent qu'il avait fait pendant 32 ans. Voilà, et c'est un peu de marteler là-dessus. Si j'ai bonne mémoire, la salle de conférence de l'église Fatima va abriter du 20 au 25. Non, c'est 2 jours, le mercredi et le mercredi 20 et le jeudi 21 juillet 2022, de 9h à 17h. Les travaux du colloque important pour l'avenir et le devenir de la République démocratique du Congo. Dans ces colloques, vous allez aussi évoquer la faillite de l'intelligentsia. Selon vous, quelle est la cause principale de cette faillite et comment essayer pour relever les défis? Très belle question. La cause principale de la faillite de notre intelligentsia, c'est que cette intelligentsia ne roule que pour elle-même. Le rôle de l'intelligentsia dans un pays, c'est d'éclairer les masses, de conscientiser les masses. Mais qu'est-ce que nous faisons? Rien de tout cela. Et je voudrais rappeler, nous avons, à notre époque, ramassé, demandé de l'argent à qui que ce soit, surtout à des membres immédiats de votre famille, était un péché mortel. Les parents ne pouvaient pas tolérer cela. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Les parents sont les premiers à encourager leurs enfants à avoir la main tendue. Et cela est à tous les niveaux. Quelle autre faillite que je suis professeur d'université et j'enseigne à l'université de Kinshasa. Quand j'ai été étudiant à cette université-là, qui était conçue pour 5000 étudiants, nous n'arrivions pas à remplir les salles d'auditoire. Aujourd'hui, cette université abrite 36 000 étudiants. Vous vous rendez compte? Et les professeurs d'université que nous sommes ont patrimonialisé la fonction d'enseignant. Et vous avez entendu que le président était allé à l'université pédagogique nationale et il avait déclaré la gratuité de syllabus. Et parce que les professeurs vendent les syllabus. Voilà, c'est très difficile d'interrompre un professeur, vous comprenez. Alors là, je suis obligé de l'interrompre de temps en temps pour continuer notre émission. Professeur, quelle stratégie et vision adopter pour le développement de la République démocratique du Congo en peu de mots? Alors pour la stratégie, venez à notre colloque et j'espère que vous viendrez et que vous couvrirez le colloque adéquatement et amplement. Mais la stratégie est celle-ci. Je dis, le temps est la chose la mieux partagée. C'est le seul bien que nous recevons chacun en quantité égale tous les jours. Notre temps, le temps de notre jeunesse, il faut le valoriser et c'est ce que nous devons faire et c'est ce que nous allons expliquer avec tous les détails nécessaires et requis. Et je vous invite à venir couvrir notre colloque. Mais quelle est la place, selon vous, de l'aide internationale dans le redressement de l'économie nationale? L'aide internationale, un de mes étudiants avait fait, je l'avais encouragé à faire son mémoire de fin d'études sur la Chine. Et parce qu'il était venu me présenter un sujet qui parlait de la conditionnalité, etc., et qui rendait les organisations internationales, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire, comptables de notre faillite. Je dis non. Comment faire pour créer la classe moyenne, socle du développement d'une nation? Mais la classe moyenne, on ne la crée pas, elle se crée. Nous avions une classe moyenne ici
Mobutu, en 1973, avait décrété la zaïdianisation. C'est cette zaïdianisation qui a mis notre pays à moule. Si aujourd'hui il n'y avait pas eu de zaïdianisation, il y aurait non seulement les Portugais, les Grecs, les Indiens qu'on a chassés, ils étaient ici, ils seraient devenus des Congolais, ils auraient marié des femmes congolaises, ils auraient eu des enfants congolais et il y aurait eu plus de prospérité. Donc la classe moyenne, la seule manière de la créer, c'est de laisser chacun utiliser son temps comme il lui convient. Voilà, on en parle et on continue d'en parler. Selon vous, le programme de développement des 145 territoires aura un impact sur le développement du pays et par quels moyens? D'abord, vous parlez... Avec les temps qui nous restent. Bientôt les élections. Bientôt les élections. Vous savez, un des sujets que nous aborderons au colloque, c'est l'adéquation ou l'inadéquation du fédéralisme comme moyen de transformer notre pays en Eldorado. Parce que la décentralisation est un vain mot, c'est une moquerie. Nous devons aller vers le fédéralisme. Vous entendrez de points de vue divers au colloque. Mais ma conviction personnelle, et je l'avais déjà articulée en 1992-91 à l'occasion de la conférence nationale souveraine. Le débat sur le fédéralisme n'a jamais été conduit à son terme dans notre propre pays. Voilà, parce que nous sommes butés par les temps. En 2 secondes, il y a un colloque important qui sera organisé du 20 au 21 juillet 2022 en la salle de conférence de l'église Notre-Dame de Fatima. Des jours qui sera meublé d'activités, qui sera meublé de conférences en guise de préparer la relève. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qui sont les conférenciers et les thèmes principaux en guise de permettre à ceux qui nous suivent, pourquoi pas, de participer aussi aux travaux de cette activité? Ok, très bien. Les thèmes généraux, c'est la faillite de l'intelligentsia. Et cette faillite nous a conduit là où nous sommes. Les conférenciers principaux, vous aurez notre cardinal, son éminence, le cardinal Ambongo. Nous aurons le ministre de la Défense nationale. Nous avons le recteur de l'IFASIC, le professeur Kamba Iwacha, historien de mentalité. Nous avons le docteur Sonji. Nous avons tout aligné, vraiment des spécialistes. Mais ce qui est important... C'est une belle sélection de têtes bien faites. Nous aurons aussi des jeunes. Et il y a un thème qui sera particulièrement dédié, c'est appelé « Parole aux jeunes ». La jeunesse congolaise face à la congolité. Voilà. Rêve ou cauchemar. Merci. Donc voilà, venez nombreux. Voilà. C'était un plaisir énorme d'échanger avec le professeur Poy. Professeur, nous sommes à la fin. On se le dit toujours, les mots de la fin, c'est important parce que qu'est-ce que vous aimeriez qu'on puisse parler qui nous a échappé, par exemple? Et là, vous avez 2 secondes pour donner votre message particulier en vue de pouvoir clore l'émission. Le message particulier est que nous, Congolais, nous avons un pays fabuleux et ce pays est devenu ce qu'il est à cause de notre propre faillite. Nous cessons de blâmer les étrangers pour ce qui se passe. Sachons que lorsque votre case est en train de brûler, votre voisin ne va pas rester inactif. Surtout, maintenant, vous voyez, notre ville de Kinshasa est devenue une véritable ville avec les maisons qui se collent les unes aux autres. Réalisez que lorsqu'une maison est en train de brûler, les voisins ne peuvent pas rester passifs parce que le feu qui a attaqué votre maison va se répandre à la leur. Donc comprenons qu'en tant que Congolais, nous ne vivons pas en vase clos, nous ne pourrons pas vivre en vase clos. Voilà, merci professeur, mais moi j'ajoute, vous aussi les grandes puissances
arrêter de convoiter les sols et les sous-sols de notre pays, utiliser des voies et moyens qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas sincères, en vue de nous ravir des coltans et qu'on sort, ça ne serait pas intéressant. On sait que nous sommes faibles, mais ne profiter quand même de notre faiblesse. Il faut nous donner l'opportunité, nous laisser libres de pouvoir développer nos pays, les pays africains, tous les pays respectifs africains. Voilà un peu ça. Nous sommes à la fin de cette émission, le rendez-vous politique, pour en savoir plus sur les sujets qui défrayent la chronique. Pour ces numéros, nous avons eu l'opportunité d'échanger avec le professeur Mpoé, qui est professeur qui dispense le cours de droit, entre autres de droit financier, à l'université de Kinshasa. Vous avez pris l'émission en cours, la rediffusion ce demain à 12h30 heure de Kinshasa. Si vous avez aimé l'émission, remerciez de prime abord la chaîne de référence Antenne A et pourquoi pas les preneurs de vue. Voilà, une très belle soirée à tous et chacun.